بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau module pour les masters. C'est un module appelé les actionneurs. Et on va voir ensemble dans le chapitre numéro 1 les actionneurs électriques. Comme toujours, on passe par l'introduction. Nous avons qu'un système automatisé est composé d'une partie commande et d'une partie opérative, d'accord? N'importe quel système qui doit être automatisé doit avoir deux parties, une partie commande et une partie pour les opérations. La partie commande reçoit les consignes de l'opérateur. Par exemple, si vous avez l'ordinateur d'un distributeur de billets, reçoit les informations. Donc, à titre d'exemple, vous avez le code secret de la carte, le montant du retrait du client, etc. Après, elle adresse les ordres à la partie opérative. Par exemple, la télécommande d'un portail dans l'ordre du portail de s'ouvrir. On trouve aussi la partie opérative effectuer les opérations. Par exemple, la barrière de parking se lève et se baisse. Pour exécuter les ordres de la partie commande, nous avons que la partie opérative est équipée d'actionneurs produisant un phénomène physique à partir de l'énergie reçue. À titre d'exemple, vous avez la lumière à partir d'un courant électrique, peut-être des LED, des lampes, etc. Ou bien les sons à partir d'un courant électrique vibreur, avertisseur sonore, etc. Le champ magnétique à partir d'un courant électrique électroaimant. Mouvement à partir d'un courant électrique, moteur électrique. Donc, et vous voyez les exemples dans les trois figures. Nous avons aussi le rayonnement infrarouge à partir d'un courant électrique, diode émissive infrarouge, la chaleur à partir d'un courant électrique, résistance chauffante, mouvement à partir d'un fluide sous pression, des vérins pneumatico-hydrauliques, un actionneur est donc un élément qui produit une action physique, peut-être déplacement, émission de lumière, etc., à partir de l'énergie reçue. Elle appartient donc à la partie opérative d'un système automatisé. On va voir les préactionneurs électriques. Nous avons toujours un préactionneur, c'est un dispositif qui commande un actionneur. Il lui fournit un courant fort tout en étant commandé par un courant électrique faible provenant de la partie commande. Donc, vous avez pour le préactionneur énergie stockée à l'entrée d'un distributeur d'énergie accompagné d'ordres pour avoir une énergie distribuée. À titre d'exemple des préactionneurs, vous avez les relais et les transistors. On va voir les relais. Donc, les relais, c'est quoi un relais? C'est un composant électrique réalisant la fonction d'interfaçage entre un circuit de commande et un circuit de puissance. Exemple, les lampes. Il existe deux types de relais. Nous avons les relais électromagnétiques et les relais statiques. Pour les relais électromagnétiques, nous avons qu'un relais électromagnétique est formé d'une bobine alimentée par le circuit de commande, dont le noyau mobile provoque la commutation de contacts pouvant être placés dans un circuit de puissance. Vous avez que le relais électromagnétique est réservé pour les faibles puissances. On passe maintenant au relais statique. Nous avons qu'un relais statique. C'est un organe comme un relais électromagnétique. Il commute de manière statique, mais réalisé avec des composants électroniques, sans aucune pièce mécanique en mouvement, conférant aux composants une durée de vie quasi illimitée. Nous avons aussi le contacteur. Un contacteur, comme vous voyez dans la figure, c'est un relais électromagnétique particulier et le fonctionnement, c'est le même. C'est donc un dispositif permettant d'établir ou d'interrompre le passage du courant à partir d'une commande électrique.
Il permet la circulation d'un courant beaucoup plus important. Il est utilisé pour de très fortes puissances, exemple pour les moteurs, sachant que sa commande peut être continue ou bien alternative. Sa constitué- Sa constitution est comme suit. Il a des pôles principaux de puissance. Il a un contact auxiliaire avec possibilité d'additionner au contacteur un bloc de contact auxiliaire instantané ou bien temporisé, une armature fixe et un autre mobile. Il a un ressort de rappel, un circuit magnétique. Une bobine de commande du contacteur, si la bobine est alimentée, elle attire l'armature mobile pour actionner les pôles de puissance. Si elle n'est pas alimentée, un ressort de rappel, ouvre les pôles de puissance. Le sélectionneur, vous avez que le sélectionneur qu'on vous voyez dans cette figure, c'est un appareil de connexion qui permet d'isoler ou bien séparer électriquement un circuit pour effectuer des opérations de maintenance ou bien de modification sur les circuits électriques qui se trouvent en aval. Il permet d'assurer la sécurité des personnes qui travaillent sur le reste de l'installation en amont. Le sélectionneur ne possède aucun pouvoir de coupure, par conséquent, il ne doit pas être manœuvré en charge. On passe maintenant aux fusibles. Vous avez que les fusibles sont des appareils de protection dont la fonction est d'ouvrir un circuit par fusion d'un élément calibré, lorsque le courant dépasse toujours une valeur précise pendant un temps donné. Il existe deux classes. Nous avons la classe GI ou bien GC, qui sont des fusibles d'usage général et qui protègent contre les surcharges et les courts-circuits. On trouve aussi la classe AM, qui sont des fusibles d'accompagnement moteur prévus pour la protection contre les courts-circuits et surtout pour la protection des moteurs. Maintenant, nous avons aussi le relais thermique. Le relais thermique, c'est un appareil de protection contre les surcharges prolongées. Une surcharge, c'est une élévation anormale du courant consommé par le récepteur, mais prolongée dans le temps, entraînant un échauffement de l'installation pouvant aller jusqu'à sa destruction. Sachant que le temps de coupure est inversement proportionnel à l'augmentation du courant. Troisième type des actionneurs, nous avons le convertisseur électromécanique. Le convertisseur électromécanique, convertit l'énergie électrique qui est sous forme d'un courant continu en rotation mécanique. On utilise par exemple dans l'électronique de faibles signaux, soit radio, vidéo, entraînement, rotation de la parabole, etc. Et on trouve aussi la traction électrique. Quelles sont les organisations de la machine? On distingue dans une machine à courant continu les éléments suivants. Nous avons les pôles inducteurs avec leur enroulement ou leur aimant, placés généralement sur le stator, donc c'est la partie fixe. Nous avons aussi l'induit dont les différentes voies d'enroulement sont connectées au collecteur. L'ensemble est placé sur le rotor, c'est la partie tournante. Nous avons aussi les organes mécaniques permettant la rotation du rotor et le maintien de différents sous-ensembles. Donc voici le stator dans la première figure. Dans le deuxième, c'est la figure d'un rotor. Quel est le principe de fonctionnement du moteur à courant continu? Donc un moteur à courant continu est donc formé de deux parties électriques. Nous avons le stator et le rotor. Quand on alimente le moteur, il se crée une interaction magnétique qui lui met en mouvement. Lorsqu'on inverse le sens de la tension qui alimente le moteur, il tourne en sens inverse.
Donc, comme vous voyez bien dans cette figure, nous avons l'armature, les collecteurs, des connexions électriques, un balai, le rotor et le stator. Le stator, c'est l'élément permanent. Le rotor, c'est une bobine tournante. Pour le stator, c'est l'inducteur ou l'excitation d'un moteur à courant continu. C'est la partie fixe du moteur. On fait passer un courant dans le bobinage du stator et c'est lui qui crée ou bien qui induit un champ magnétique. Le stator pose le décor pour le rotor qui se retrouve ainsi plongé dans ce champ magnétique. Il va créer un champ magnétique B appelé champ inducteur ou bien un champ statorique. Il peut être fait d'aimants permanents ou d'électroaimants qu'il faut alimenter. Donc, vous voyez bien dans cette figure le flux créé par le stator d'un moteur à courant continu. Dans ce cas, la relation électrique s'écrit U, la tension, c'est la résistance RE multipliée par le courant IE. Donc, c'est la loi d'Ohm pour le stator du moteur à courant continu. En tension et courant continu, l'aspect inductif du stator n'intervient pas. Nous avons aussi une inductance, c'est un court-circuit en continu. Seule la résistance compte. Donc ici, vous avez le stator ou bien indicateur ou excitation. Cette partie n'existe pas dans les moteurs à courant continu à aimant permanent. Ici, c'est le rotor ou bien l'induit. Pour le rotor maintenant, c'est la partie en rotation du moteur constituée de bobinage induit. Il faut alimenter cette bobine pour la transformer en électroaimant qui entrera en interaction avec le stator. Si on n'alimente pas le rotor, il ne serait l'objet d'aucune force et ne tournerait pas. Nous avons aussi un système de frottement spécial permet d'alimenter le rotor des balais. Ce sont des charbons montés sur des ressorts, frottent sur les contacts en rotation donc pour le collecteur. Dans cette figure, vous voyez bien les charbons de remplacement pour moteur à courant continu. Le collecteur, qui appartient au rotor, c'est un ensemble de plages métalliques qui font contact avec les charbons. Vous avez que le frottement des charbons font qu'ils s'usent. Donc, vous trouvez ici le charbon, un collecteur et le charbon. Donc, dans cette figure, on voit bien le charbon et les collecteurs d'un moteur à courant continu. Nous avons que le courant du rotor passe par les charbons. La tension E au bornes du rotor est proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor. E égale, dans ce cas, K par phi oméga. K, c'est la constante liée au moteur lui-même, puis c'est le flux magnétique. On va voir maintenant le branchement du moteur à courant continu. La plupart des moteurs à courant continu ont deux fils. Un fil plus un fil plus et un fil moins. L'inducteur et l'induit, l'inducteur et l'induit peuvent se brancher de quatre façons. Nous avons des excitations indépendantes. Dans ce cas, l'inducteur et l'induit sont alimentés de façon indépendante et le moteur à courant continu a alors quatre bornes. Pour le sens du courant dans l'excitation, définit le sens du champ magnétique de l'inducteur et donc le sens de rotation du moteur à courant continu. Nous avons une excitation série, donc l'inducteur et l'induit sont connectés en série dans le moteur. Le moteur à courant continu se connecte alors par deux bornes. Concernant l'excitation parallèle ou bien ce qu'on appelle le shunt, l'inducteur et l'induit sont connectés en parallèle dans le moteur qui se connecte par deux bornes. Pour une excitation constante, dans ce cas, l'inducteur est formé d'aimants permanents, seul le rotor est alimenté. Sachant que le moteur tourne dans le sens contraire, c'est on inverse sa polarité.
On passe maintenant au démarrage du moteur à courant continu. Et on va commencer par le courant de démarrage. Toujours au démarrage, la vitesse est nulle, donc oméga égale à 0 et E égale à 0. On peut alors écrire U égale à R par ED. ED, c'est le courant de démarrage. Pour les grosses machines, la résistance est faible, donc elle est quelques dixièmes d'ohm. Et pour les petits moteurs, cette résistance est grande. Il faut prévoir un circuit permettant de minimiser ce courant lors de démarrage des grosses machines. Pour les circuits de démarrage, donc pour minimiser le courant de démarrage, on peut soit démarrer avec une tension U faible, démarrage à tension réduite, soit ajouter une résistance en série avec l'induit lors du démarrage. Vous avez le rhéostat de démarrage. On passe maintenant au bilan des puissances. Donc, on a terminé avec les tensions et les courants. On va commencer dans cette partie par l'ensemble des pertes. Vous avez dans un moteur à courant continu, on peut distinguer les pertes suivantes. Des pertes mécaniques, c'est-à-dire elles sont dues au frottement et à la résistance aérodynamique du ventilateur. Des pertes magnétiques dues aux pertes dans le circuit magnétique, pertes par hystérésis, pertes par courant de Foucault. Des pertes joules, des pertes dans les résistances de l'induit et de l'inducteur. Dans ce cas, la puissance, ça sera la valeur de la résistance R par le courant I au carré, plus la résistance RE par le courant IE égale I carré. On peut l'estimer à R par I au carré, sachant que la somme des pertes mécaniques et des pertes magnétiques s'appelle perte constante. On passe maintenant au rendement. Donc, nous avons que le rendement, c'est le rapport entre la puissance absorbée et la puissance utile. La puissance absorbée, c'est la puissance électrique absorbée par le moteur. Et la puissance utile, c'est la puissance mécanique disponible sur l'arbre du moteur. Maintenant, on va voir la réversibilité de la machine à courant continu. D'après la loi de Faraday, si un conducteur se déplace dans un champ magnétique, il est le siège d'une force électromagnétique induite représentant la variation du flux dans le temps à travers cette spire. Il découle le fonctionnement en génératrice de la machine à courant continu. Donc, si l'arbre de la génératrice est entraîné en rotation entre les bandes de l'induit, on mesure une tension U proportionnelle à la vitesse de rotation. Vous avez que la dynamo d'une bicyclette est un exemple de ce fonctionnement. Vous trouvez l'anneau de friction, l'axe, bobine rotorique, corps du rotor, aimant permanent, contact électrique et la sortie. Dans ce cas, pour alimenter le moteur, donc pour inverser le sens de rotation, il suffit d'inverser la tension d'alimentation du moteur. Selon la position des commutateurs 1 et 2, le moteur tourne soit dans le sens 1 ou bien dans le sens 2. On passe maintenant, si nous avons un fonctionnement à vitesse variable, on peut considérer plusieurs cas pour faire fonctionner le moteur à courant continu à vitesse variable. Pour cela, si nous avons une mauvaise solution consiste à mettre une résistance variable en série avec le moteur. Et nous avons que la vitesse maximale est atteinte en prenant RV égale à 0. Une deuxième solution consiste à utiliser un hacheur, donc un convertisseur continu-continu. Il permet d'obtenir à partir d'une tension continue fixe une tension continue mais réglable. Dans ce cas, l'action sur le rapport cyclique permet de varier la valeur moyenne de la tension de commande et par la suite la variation de la vitesse de rotation du moteur. Quatrièmement, on va parler sur les moteurs pas à pas. Nous avons que le moteur pas à pas permet de transformer une impulsion électrique en une énergie mécanique permettant le déplacement angulaire du rotor, appelé pas ou bien angle de rotation,
Donc minimale entre deux modifications de ces impulsions. Un moteur par à pas est caractérisé par sa résolution ou encore son nombre de pas par tour. Il peut avoir une valeur comprise entre 0,9 et 90 degrés. Quelles sont les valeurs les plus couramment rencontrées? Donc, pour 0,9 degrés, soit 400 pas par tour, 1,8 degrés, pas, donc soit 200 pas par tour, 3,6 degrés, soit 100 pas par tour, 7,5 degrés, soit 48 pas par tour, 15 degrés, soit 24 pas par tour. Sachant que ce type de moteur est très courant dans tous les dispositifs où l'on souhaite faire du contrôle de vitesse ou de position. Exemple, vous avez les imprimantes, scanners, disques durs, etc. Pour les moteurs à aimant permanent, un moteur à aimant permanent comprend un rotor bipolaire constitué d'un aimant permanent, donc c'est la partie mobile, un stateur à deux paires de pôles, c'est la partie fixe. Les bobines diamétralement opposées constituent les phases. Elles sont connectées de façon à créer un pôle sud et un pôle nord. C'est un moteur pas cher et sa résolution moyenne peut arriver jusqu'à 100 pas par tour. Nous avons aussi un aimant permanent et solidaire de l'axe du moteur. Donc le rotor des bobines excitatrices sont placées sur la paroi du moteur stator et sont alimentées chronologiquement. Le rotor s'oriente suivant le champ magnétique créé par les bobines. Maintenant, on va terminer avec les moteurs à reluctance variable. Nous avons que le moteur à reluctance variable, c'est un rotor qui n'est pas aimanté mais en fer doux et comporte un nombre de pôles différents du stator. Le rotor se déplace pour que le flux le traverse soit maximum. Et bien sûr, ce moteur qui est ancien est moins puissant, mais plus rapide que le moteur à aimant permanent. On passe maintenant au moteur hybride. Ce moteur combine les deux technologies précédentes et les plus chères. Son intérêt réside dans un meilleur couple, une vitesse plus élevée, une résolution de 100 à 400 pas par tour. On termine avec une conclusion. Donc, nous avons que les moteurs pas à pas sont d'une construction simple, d'un coût relativement bas, fiable et robuste, mais leurs inconvénients majeurs sont la présence de positions d'arrêt préférentielles, limitation de la résolution, la génération de vibrations, le bruit et leur basse vitesse maximale. Ces inconvénients peuvent être contournés avec une commande sophistiquée utilisant un capteur de position. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.